C'est merveilleux de vous voir aussi nombreux pour entendre parler de la poésie russe, et plus particulièrement de Blok. Et je voulais vous remercier d'avoir accepté de venir. Georges Niva est un amoureux de la poésie russe. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Quelqu'un qui aime la poésie russe. Comme je le disais, je suis sûr que vous m'avez entendu, pour présenter la soirée, la poésie russe, c'est quand même une des très grandes poésies de l'histoire de l'humanité, et particulièrement au XXe siècle. Et donc, je suis vraiment très, très ému, heureux que tu aies accepté de venir nous parler de Blok. Et je te laisse la parole. La traduction que vous avez reçue du poème d'Alexandre Blok, dont le nom ne sonne pas comme un nom russe parce qu'il est d'une famille d'immigrés allemands, mais en Russie il y en a eu des dizaines de milliers. Les premiers historiens, les premiers linguistes de la Russie au XVIIIe siècle sont allemands. Catherine la Grande avait fait venir et invité les Allemands à venir, ce qui fait que à l'époque soviétique, par exemple, vous aviez une république soviétique des Allemands de la Volga, avec sa capitale, avec sa constitution, avec son autonomie relative à l'intérieur de ce régime, mais quand même. Sauf que, par exemple, moi j'ai chez moi, et je lis de temps à autre, une édition des 2 parties du Faust de Goethe, qui est de cette fête fabriquée au moment où existait cette république, qui a disparu avec la guerre, c'est-à-dire Staline ayant déporté tous les peuples qui pouvaient, selon lui, collaborer avec l'ennemi allemand. Ça a été des douzaines de peuples du Caucase, et ça a été également la République des Allemands de la Volga. Donc Blok est un nom. Bon, s'il est écrit CH, c'est plutôt un nom juif, allemand. S'il est écrit K, comme là, son grand-père était recteur de l'université de Saint-Pétersbourg. Donc vous voyez que c'était à un assez haut niveau. Cette traduction a encore changé, parce que vous savez, une traduction n'est jamais vraiment définitive. L'idée qu'on puisse avoir une traduction définitive est une idée fausse et nocive. Ce que je vous lirai pour finir, ce sera la traduction définitive aujourd'hui, ce soir à 20h. Mais j'ai fait des petits changements, pas énormément. Salavinny Sad, le jardin du rossignol, ou des rossignols, ou au rossignol au singulier, ou au rossignol au pluriel. Je ne peux pas vous le dire. Moi, je traduis le jardin au rossignol au singulier. Si vous voulez bien, je vais commencer par donner un cadre qui permet de mieux suivre le poème, de lire peut-être une strophe d'accrochage, disons, et que l'on retrouvera dans la lecture finale. Un des héros, il y a 2 héros. Un héros, c'est le narrateur. L'ouvrier qui est chargé d'aller chercher des schistes à marée basse sur la plage et le rocher qui entoure la plage en bas, et avec son âne, il charge l'âne, avec son âne, il remonte un chemin assez escarpé pour aller à la voie ferrée. Et puis ensuite, ils redescendent. Quand ils redescendent, l'âne est content, puisqu'il est léger.
il n'a plus rien à porter. À l'aller comme au retour, il longe un jardin, qui est un jardin clos, comme on dit en latin, hortus conclusus, et au Moyen-Âge, tous les châtelains, toutes les châtelaines aimaient avoir un jardin clos, dans la mesure où le jardin clos représente la très vieille idée du paradis, de l'Éden, du paradis, d'où Adam a été chassé. Le deuxième héros, c'est évidemment l'âne lui-même. Et puis, dans le jardin clos, derrière la haute muraille, derrière le portail, dans les broussailles de ce parc, on entend une voix et on voit passer une robe blanche de femme. En un sens, je dirais que oui, le héros, c'est l'âne. L'âne qui est le héros de beaucoup de fables, de contes, du roman antique d'Apulée. Et puis, il ne faut pas oublier que Jésus de Nazareth est entré à Jérusalem pour terminer sa destinée de Messie sur un âne. Un âne, un petit ânon. Il a demandé à ses disciples d'entrer dans une maison où ils trouveraient un âne, de demander au maître de bien vouloir céder cet âne. On était le jour des rameaux, et les rameaux qui jonchent le sol devant lui représentent une sorte de monde végétal sur lequel, grâce auquel, monté sur cet âne, le Messie entre. C'est une des grandes 12 fêtes orthodoxes qui vient essentiellement du petit prophète de la fin de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Zacharie, qui décrit ainsi l'entrée du futur Messie à la fille de Sion. Voici que ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un ânon, petit d'une ânesse. Il proclamera la paix pour les nations. Sa domination ira de la mer à la mer et du fleuve aux extrémités de la terre. L'âne, humble, laborieux, méprisé, est la monture du Messie. En Occident, la variante dans notre littérature occidentale, eh bien, c'est l'âne de Sancho Panza qui est le compagnon du chevalier à la triste figure dans le roman de Cervantes. Un porte-glaive, un peu grotesque, mais assez bon quand même, qui accompagne dans toutes ses aventures et toutes ses mésaventures le chevalier à la triste figure. Et quand Don Quichotte lui fait cadeau d'une île dont il va être gouverneur, eh bien il y entre monté sur son âne. Dans l'âne d'or, le roman en latin d'Apulée, le héros est lui-même changé en âne. Il n'est pas monté sur un âne, il devient un âne parce qu'une sorcière lui a jeté un sort. Et cette sorcière était l'épouse de l'hôte qui l'avait invité. Et il se trouve que le héros aime sa métamorphose. Il se trouve assez bien changé en un âne. Après avoir médité sur le sort de son pauvre camarade, le mot camarade que nous allons trouver dans le poème de Bloch, il est heureux de servir son maître comme un consciencieux âne. Et puis, dans le roman L'Idiot de Dostoïevski, nous avons un âne. Le prince Mouchkine est un idiot. Le roman s'appelle Idiote. L'idiot au sens
maladif du terme. Et on l'a envoyé se soigner en Suisse. Il est arrivé par Bâle. Il était extrêmement désemparé. Qu'est-ce qui l'attendait? Et il voit dans une prairie un âne. Et cet âne se met à braire, il broute, il le regarde, et lui regarde l'âne, et il se sent comme réconcilié avec la vie. Donc l'âne. Un mot sur l'apparition du poème. Alexandre Alexandrovitch Blok était un poète donné par Dieu, extraordinaire. Les poèmes, on peut dire, étaient écrits par sa main sans qu'il sache si c'était sa main, lui ou Dieu, qui la conduisait. Il apparaît en janvier 1915 dans ces brouillons que nous avons. Un court poème qu'il retravaille en octobre 1915. Mais dans une variante de 1915, je ne vais pas vous parler des variantes, on ne fait pas un cours de philologie, mais il y a un moment où il s'adresse à l'âne. Parce que dans le poème que vous avez lu, l'âne s'adresse à son maître une fois, en lui disant « Est-ce que tu n'es pas, tu aurais changé d'avis ?» La bien-aimée que nous ne voyons pas s'adresse aussi une fois à ce bien-aimé qu'elle veut attirer. Et dans cette variante, eh bien, le poète, l'ouvrier, s'adresse à l'âne dans une strophe entière. En 1919, il faut ajouter que Blok abandonne. Il pense que c'est un poème dangereux, une musique dangereuse. Et puis, il vient d'écrire un an avant Les 12, un poème qui lui aussi est tombé comme une averse divine et qui a suscité un débat, une guerre autour du poème et contre Blok en particulier. Un poème que j'ai moi-même retraduit, et je pense traduit avec la brutalité qui convient, parce que dans la plupart des traductions, la brutalité est évacuée. Et puis beaucoup de traductions qui se veulent en rime, il faut bien le dire, en français sont extrêmement infidèles. Étant donné que la rime en français est pauvre, que toutes les rimes ont été utilisées, ce qui n'est pas le cas en russe, où l'inventivité pour les rimes est extraordinaire. Ce qui n'est pas le cas pour l'anglais, c'est quand même le cas pour notre langue, qui a d'autres qualités, certainement, mais pas celle-là, et puis qui n'a pas d'accent tonique, comme beaucoup de langues, et en particulier le russe avec son accent tonique qui varie à l'intérieur de la déclinaison du mot, ce qui fait que la variation d'accent est porteuse de la marque essentielle beaucoup plus que l'orthographe. Alors, en français, si je dis une aile, des ailes, c'est le même mot aile, mais il faut savoir lire des ailes. C'est assez difficile d'ailleurs pour les étrangers. Quelques mots ont une marque grammaticale. Bien sûr, un bail des beaux, un ail des eaux. Donc, Blok, après les 12, reprend et ne sait pas s'il doit reprendre ce poème, tellement il est différent des 12. Et finalement, c'est son ami, l'éditeur Aliansky, qui en 1919 va lui arracher l'autorisation de le publier. Ce qui fait que la plupart des commentaires de l'époque sont le Jardin des Rossignols contre les 12. Bien que les 12 aient été
composée, écrite, reçue d'en haut, bien après. Sur ces chants et ces danses, Dieu sait où l'on peut s'égarer, écrit dans son journal intime Bloch. Dans ce tourbillon, je pensais pouvoir étouffer mon angoisse, mais il ne l'a pas étouffée. On doit toujours se rappeler les humiliés et les offensés, et selon ses forces, apporter aux hommes du bien. Les humiliés et les offensés, c'est le premier titre de Dostoïevski. Et le premier des humiliés, c'est l'âne qui travaille. Et en plus, l'âne, c'est qu'un petit peu comme en alpinisme, dans poésie et alpinisme, l'âne transporte les provisions. S'il n'y a pas l'âne derrière, on n'ira pas loin. Ça paraît dans le numéro de Noël de quotidien Russké slovo, le mot russe, en 1917. Alors, les 12, c'est la Révolution. Ce sont 12 gardes rouges, comme il y avait 12 disciples autour du Christ. Et c'est Katia la putain qui passe, là, dans un fiacre, avec un bel officier. Et un des 12 qui la reconnaît, ils ont été ensemble, qui prend son fusil et qui tire. Donc c'est l'assassinat de cette Katia. Et dans la nuit, dans le brouillard, ils reprennent leur chemin et devant eux, c'est les derniers mots du poème, les mots les plus mystérieux. В белом венчике из роз, Иисус Христос. Dans une couronne de roses blanches, il y avait Jésus-Christ. Le jardin du Rossignol serait-il un retour à la poésie pure, un dialogue entre la défense des humiliés et des offensés, comme chez Dostoïevski, et le Rossignol? Et le Rossignol est la belle qui se cache et qui utilise l'appel du Rossignol. Viens, 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 pousse le portail. En russe, il y a un conte populaire ou une bouline qui s'intitule « Le Rossignol brigand ». Le Rossignol brigand, il avait 3 fois il avait 3 fois 9 chaînes sur lesquelles il était établi. Il avait tracé un chemin de 3 fois 9 verstes pour aller vers Kiev. Et il a été vaincu par un héros populaire qui est Ilia de Murom. Alors il est là quelque part, ce Rossignol aussi, dans le poème. Tout brûle, tout autour, et le Rossignol chante. Et la blanche dame attire dans le jardin, à mi-chemin, entre le dur labeur et le jardin clos de l'Éden, il y a ce portail, une porte. L'âne a conduit à sa façon, si vous voulez, le poète au jardin clos. Une fois au jardin, le poète hésite entre elle, qu'il appelle l'ensorceleuse, disons, et l'âne, le camarade, son camarade, l'âne. La mer et la marée. Il faut que je vous rappelle ou vous indique qu'il n'y a pas de marée dans la mer Baltique. Bon, disons, il y a une marée de 20-25 cm. Ce n'est pas la marée que vous avez au Mont-Saint-Michel où le flot se retire et le flot revient plus vite qu'un cheval au galop. Et beaucoup s'y font prendre. Alors, Alexandre Bloch a fait 2 voyages en France et un voyage avec sa mère. Et ils sont allés au bout de la Bretagne. Ils ont loué une petite chambre dans l'Aber-Vrac.
pouvez encore y aller aujourd'hui. C'est sauvage, c'est resté sauvage. Et là, il a découvert les marais en Bretagne. Il les a vus ensuite dans le golfe de Biscaye, c'est-à-dire un phénomène extraordinaire. Une mer qui bouge, qui monte, qui s'en va. Et si je prends le début, je casse le rocher schisteux quand la mer met à nu la vase, eh bien, c'est la marée. Ulysse, dans l'île de la sorcière Circé, pour résister à l'enchanteresse, s'était fait, si vous vous rappelez, attacher au mât de son bateau. Et c'est un poème de Joukovski, un ami de Pouchkine, qui est extrêmement célèbre et que, évidemment, Bloch connaissait. Dans le grand poème italien de Torquato Tasso, La Jérusalem libérée ou délivrée, Rinalda se laisse attirer par l'enchanteresse Armide sans savoir qu'elle est en fait démoniaque. Et ce poème de Tasse qu'on connaît assez mal aujourd'hui, moi je me le rappelle avoir lu enfant parce que mes parents avaient une petite édition illustrée qui était en fait, je m'en suis aperçu plus tard, des morceaux choisis. Parce que c'est assez long, Jérusalem délivrée. Ça a eu un succès énorme. Et les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau ont un passage sur l'enchanteresse et les enchantements de la Jérusalem libérée. La mer, c'est l'infini. De la mer à la mer, dit le prophète Zacharie, je vous l'ai cité, et on retrouve cette expression. Le crabe qui est là dès que la mer a découvert la plage, qui sort avec ses pinces, et puis il va y avoir une bataille de crabes. Le crabe que cite Platon dans son dialogue Timée, une sorte de combat ombreux. Est-ce la parodie du combat social entre repus et affamés, entre dominants et dominés, entre oisifs et laborieux? On ne sait pas. Le roman de la rose. Alors évidemment, Bloch connaissait le roman de la rose, il était traduit. Le roman de la rose a eu une gloire inouïe, disons, il a été maintes et maintes fois recopié en manuscrit. On en a retrouvé plus de 300 manuscrits enluminés, ce qui veut dire que tous les princes et châtelains, beaucoup de monde voulait avoir son manuscrit, puis chaque manuscrit était lu par beaucoup de personnes. Et ce roman de la rose, c'est sur les bénéfices et les maléfices de la rose. Il y a un rythme dans ce poème. Il y a un rythme. Je vous en lirai un tout petit peu en russe. Je vais peut-être en lire tout de suite le début. Я ломаю слоистые скалы в час отлива на истом дне, и таскает осел мой усталый, и куски на мохнатой спине. Донесем до железной дороги, сложим в кучу и к морю опять, нас ведут волосатые ноги, и осел начинает кричать. Comme dans le roman de la rose, et sans vouloir trop m'en enorgueillir, j'ai choisi l'octosyllabe, puisque le roman de la rose, c'est 25 000 vers octosyllabes. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment une métrique qu'il faut éviter en français, qui est l'alexandrin. Il est usé, Victor Hugo l'a utilisé jusqu'au bout, Aragon a continué. Et le décasyllabe est un peu trop long. L'octosyllabe m'a paru bon
pour le rythme choisi par Bloch, bien que ce soit très différent, parce que le rythme de Bloch, c'est ce qu'on appelle le dolnik, c'est-à-dire des alternances entre un pied binaire et un pied ternaire. Alors ça peut être ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta, ou bien ça peut être ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta. L'essentiel, à mes yeux, c'est l'étroitesse de l'unité du vers. La prose, c'est de la géographie. Ça s'étend comme une plaine. La poésie ne relève pas de la géographie du langage. La poésie, je ne dirais pas que c'est un corset, non. Parce que c'est les mauvais poètes qui utilisent le corset. Mais c'est, si vous voulez, une rareté. Être à l'étroit, comme dans un film que vient de faire un des élèves de Sokourov qui s'intitule « À l'étroit », l'étroitesse. On doit y être juste à sa place. Ça ne doit pas déborder. Les rimes féminines et les rimes masculines sont croisées. J'y renonce. Je mets des assonances qui sont des équivalents de rimes, soit intérieures, soit dans la strophe. Et l'essentiel, pour moi, c'est l'octosyllabe, parfois irrégulier en ce sens que, à la manière classique, on peut compter le E muet si vraiment on le prononce, ou ne pas le compter si on ne le prononce pas. C'est un des formalistes russes, Yuri Tenianov, qui a dit « l'étroitesse du vers, c'est le vers ». Et ce dolnik, qui est très chantant, il existait avant Bloch, dès le XIXe siècle, mais il l'a canonisé. Disons, cette espèce de rythme qui est comme précisément une marée, il l'a véritablement canonisé, un peu comme si la magie rythmique changeait sans cesse d'impulsion, de balancement. Le vers octosyllabique de 4 pieds avec des temps faibles, longs, des temps faibles, courts, brefs, parfois brutaux, c'est mon choix. Et j'avais un peu l'impression, en choisissant cela, d'être comme l'âne de Bloch, portant sur lui des lames de schiste. Il en faut le nombre exact pour qu'il y en ait suffisamment et pas trop. Alors, la douceur et la brutalité doivent un peu, vous voyez, s'empiler dans la traduction comme elles s'empilent dans l'original. Je donne quelques exemples. Donesium do железной дороги. Nous apporterons jusqu'au chemin de fer. À cause de l'étroitesse du vers que j'ai choisi, j'ai changé. Je n'ai pas mis le chemin de fer. Il occupait trop de place. J'ai mis le train. Dans l'étroitesse, on va vers des vers monosyllabiques, un peu comme les meilleurs vers de Jean Racine. Jusqu'au train, nous les charrions. Ou encore, Сложим в кучу и к морю опять, les empilons et de rechef. Alors là, je me suis permis un archaïsme avec ce mot de rechef, parce qu'il y a des archaïsmes, pas à cet endroit-là, mais on doit trouver, quand on traduit, des équivalents. Et on peut placer un archaïsme à un autre endroit que l'a fait le poète Bloch. Et en plus, j'avais une rime qui me permettait
d'avoir la brutalité. Jusqu'au train, nous les charrions, les empilons, et de rechef, ses pattes velues à la mer nous emmènent sur un cri. Bref. Alors, j'ai peut-être eu tort de choisir cette octosyllabe. En dolnique, c'était franchement impossible, sauf à inventer un vers français tonique. Alors, il y a 2-3 personnes qui ont essayé de faire des vers français toniques. Par exemple, Vladimir Volkov, un poète de l'émigration russe que j'aimais beaucoup, dont j'aime beaucoup le chef-d'œuvre qui s'intitule Les humeurs de la mer, a écrit des poèmes français en vers toniques. Et en particulier dans Les humeurs de la mer, un poème sur Olduvai, c'est-à-dire les débuts de l'humanité dans l'Afrique de l'Est. Je crois qu'on arrive à des conclusions auxquelles je reviendrai peut-être un peu plus tard, lorsque voilà, la fin est très rapide. La fin, il y a substitution. Il veut retourner à sa maison, il n'y a plus de maison. Il veut reprendre son travail, il y a un autre ouvrier que lui. Il veut retrouver son âne, il y a un autre âne, ce n'est pas le sien. Alors, je vais vous lire partie par partie ce jardin au rossignol. Je casse le rocher schisteux quand la mer met à nu la vase et mon âne épuisé trimballe sur son dos moelleux les lames. Jusqu'au train, nous les charrions, les empilons, et de rechef, ses pattes velues à la mer nous emmènent sur un cri bref. Il brée, à son de trompe, gai et délivré de son fait. À mi-chemin, voici l'immense jardin ombreux, frais et enclos. Le haut interminable mur laisse pendre ses roses en trop. Jamais rossignol ici ne se tait, ni le murmure des ruisseaux. Le cri de l'âne, à chaque fois, devant le portail retentit. Derrière, on entend rire à peine, puis une voix s'éloigne et chante. Angoissé, je tends mon oreille et pressant l'âne, je regarde une brume bleue qui retombe sur le brûlant roc du rivage. Vous voyez que dans cette première partie, on démarre sur le labeur, le dur labeur de l'âne et son maître qui sont chargés de trimballer ces rochers schisteux, les apporter là-haut. C'est quoi ces rochers schisteux? Est-ce que c'est pour poser une voie ferrée supplémentaire? On ne construit pas de maison avec du schiste. Le schiste étant très cassant et extrêmement cruel si on marche dessus. Autrement dit, est-ce que ce serait un labeur du genre inutile, comme on en avait inventé pour occuper les oisifs pendant la Révolution de 1848? On ne sait pas. C'est assez mystérieux, cet empilement de schiste. Ce que nous voyons, entendons, c'est la gaieté de l'âne lorsqu'il descend à vide. Il n'y a plus rien sur son dos. Et cette gaieté est comme liée à l'apparition du portail. Le portail, à mi-chemin,
qu'on n'a pas vraiment l'envie de regarder quand on monte, mais qu'on voit ombreux, enclos, comme un jardin clos médiéval, avec son interminable mur, et les roses anthraux qui pendent. Le mot anthraux est important. En russe, c'est lichny. Là aussi, dans la traduction, vous devez toujours avoir en tête l'essentiel. Choisir l'essentiel en début de traduction. Et la traduction commence un peu comme une inspiration, comme l'inspiration poétique. Vous êtes entré dans le mouvement de ce poète. Il a fondu sur vous comme un faucon. Et à chaque fois, l'âne braie devant ce portail, signalant à son maître quelque chose. Mais le maître, pour l'instant, il est dans le brouillard. Il regarde une brume bleue qui tombe. C'est la canicule, il fait très chaud, c'est particulièrement difficile ce travail par cette canicule. La deuxième partie. Le jour ardent s'éteint sans trace, et la nuit au buisson s'infiltre. L'âne étonné, pauvré, me dit « Maître, aurais-tu changé d'avis ? Deviens-je fou dans la fournaise ? Dans ce noir, un rêve m'égare. Comme une obsession, je devine une autre vie, mienne, pas mienne. Dans l'étroite hutte, quoi donc ? Attends-je, hagard et dépouillé ? Sans répit, l'inconnu refrain du mystérieux parc me ronge. Point n'atteignent les maléfices le jardin clos, ni ses hauts murs. Dans l'ombre bleue, derrière la grille, une blanche robe a passé. Chaque soir, au couchant brumeux, en longeant le puissant portail, je la sens légère qui m'attire. J'entends l'appel d'un chant, d'une danse. Chants et danses vibrent en moi. Je sens quelque chose oublié. Je tâte et chéris mon angoisse. J'aime l'enceinte inaccessible. C'est exactement ces vers-là, j'entends l'appel d'un chant, d'une danse, que Bloch note dans son journal en 1919 en disant « c'est peut-être nocif, c'est peut-être maléfique ces chants, et peut-être je ne devrais pas reprendre ce poème, ni le publier à ce moment-ci, ce moment de la révolution, du début de la guerre civile, du chaos dans la société russe. » Un autre poète, plus jeune, Boris Pasternak, écrit à la même époque un poème dans lequel le mot révolution n'est pas prononcé, mais c'est un poème sur l'année 1917. Et pendant l'année 1917, eh bien, les fleurs poussent, les végétaux poussent, les oiseaux chantent. C'est véritablement anti-révolutionnaire, ou bien c'est absolument et ignominieusement réactionnaire, ou alors c'est l'arrivée à un port, un havre. J'aime l'enceinte inaccessible. La troisième partie. Peut-être en lire le début en russe. Отдыхает осел утомленный, брошен лом на песке под скалой, а хозяин блуждает влюбленный за ночную, за знойную мглой. Il y a des monosyllabes assez souvent à la fin du vers très chantant de Bloch.
comme ici, mgloi. Mgla, c'est un mélange de fumée, d'obscurité, de ténèbres. C'est pour cela que j'ai tenté de mettre assez souvent à la clé du poème des mots très brefs, des monosyllabes. L'âne épuisé reprend son souffle. Le pic gît sous le rocher et le sable. Le maître amoureux vagabonde au chaud brumeux de cette nuit. Le pierreux chemin familier, encore plus mystérieux ce jour, toujours mène au mur ténébreux, dans la nuit bleue, s'évanouit. L'angoisse point, plus implacable, les heures aux heures s'enfuient, le barbelé de rose aujourd'hui succombe au poids de la rosée. Sera-ce Éden ou châtiment si je m'écarte du chemin? Au portail du jardin secret, peut-on cogner? Peut-on entrer? Déjà, comme est loin le passé, la main a oublié l'ouvrage, mais le cœur sait, au jardin clos, je serai un hôte attendu. Là, il fallait bien traduire littéralement un hôte attendu. Je suis un invité, quelqu'un m'attend. Le mot essentiel ici, c'est attendu, l'attente. Mais ça se passe par-delà d'un mur, au-delà du portail, à l'intérieur du jardin clos. C'est la descente qui nous est ici donnée par cette troisième partie du poème. L'âne épuisé reprend son souffle, le pic est là, sous le rocher, sur le sable. Il faut reprendre le travail, parce que le schiste, il faut avec le pic le découper. Mais le chemin est encore plus mystérieux. Et toujours cette nuit bleue, bleu azur. Et toujours le germe de l'angoisse. Qu'est-ce que ça veut dire, cette brume bleue, ce jardin clos, cet âne épuisé? Et la question, sera-ce Éden ou châtiment si je m'écarte du chemin? Au portail du jardin secret, peut-on cogner? Peut-on entrer? En fait, il n'y a pas à cogner ni à entrer, la porte s'ouvre magiquement. Partie 4. Il ne se trompait pas, mon cœur. Pas si terrible était l'enceinte. Nul besoin de cogner, elle a ouvert les hauts vantaux inaccessibles. Dans les lys et les allées fraîches, les ruisseaux chantent leurs refrains. 1000 chants doux m'ont étourdi, les rossignols mon âme ont pris. Un inconnu bonheur m'a pris dans sa nouvelle et douce étreinte, et tombé en tâton les bracelets, plus fort quand mon gringalet rêve. Saoulé d'un vin au reflet d'or, embrasé par l'or de sa flamme, j'oubliais mon chemin de pierre et mon pauvre mien camarade. Les répétitions du mot or sont dans le poème, sont voulues par Bloch, sont quelque peu outrées, mais elles sont là. Le mot elle, Anna, en italique, on ne sait pas qui elle est. On l'entend vaguement fredonner, chanter, et c'est sans doute elle qui a ouvert. Une autre fleur apparaît, le lys. Et pas seulement les roses. Le lys, la rose, le rossignol, on est en plein dans le roman de la rose. Et tomber en tintant les bracelets plus forts quand mon gringalet rêve. Ce mot gringalet pour dire l'aspect misérable du rêve, qui est loin
d'atteindre à la réalité onirique qui s'ouvre devant lui. Et puis, tomber en tâtant les bracelets, peut-être est-ce une étreinte d'amour, et les bracelets tombent, les colliers tombent. Bien oublié, l'âne. Partie numéro 5. Qu'il me protège du chagrin, ce mur enceint de 1000 roses. Ton chant, rossignol, ne saurait étouffer la mer et son lourd ressac. L'angoisse infiltrée dans ton chant jusqu'à moi vient dans le vacarme. Soudain j'aperçois la grande route. Elle hume la canicule, elle enroule sa main brûlante, sans répit me dit et me redit « Que t'arrive-t-il, bien-aimé » Mais mon âme, scrutant la brume, et avide de ce bonheur, hélas, ne peut plus ignorer le lointain bruit de la marée. À peine entré, il faut repartir. À peine deviner la robe blanche, à peine peut-être imaginer l'étreinte, il faut revenir à la grande route, il faut retourner dans la canicule. Et là, nous avons la deuxième citation. L'âne a déjà parlé une fois, et ici, c'est elle qui parle. « Que t'arrive-t-il, bien-aimé ? Pourquoi tu me quittes ? Pourquoi cette angoisse ?» Et c'est la marée. Et c'est la marée qui annonce quelque chose. La sixième partie. Alors, est-ce que j'y arriverai ou pas ? Le réveil. Я проснулся на мглистом рассвете, неизвестно которого дня. Спит она, улыбаясь, как дети, ей пригрезился сон про меня. Как под утренним сумраком чарым, лик прозрачный от страсти красив, по далеким и мерным ударам я узнал, что подходит прилив. Je m'éveillai à l'aube grise d'un jour, quel jour, je ne savais. Dormant, souriant comme un enfant, elle a un rêve, c'est de moi. Claire pénombre au petit jour, quelle passion sur cette face. Mais au coup sourd et régulier, je le sais, la mer a monté. J'ai grand ouvert la croisée bleue, et je vois une apparition. Par-delà clameur qui monte, j'entends gémir un sourd appel. Le cri de l'âne est long, sans fin, et sa plainte entre dans mon âme. Sans bruit, j'ai tiré le rideau pour te prolonger, ô mon rêve. Pierre à pierre, je descends le mur, dérangeant le songe des roses. Comme main jaillie du jardin, leur épine agrippe ma côte. On a choisi un mot médiéval puisqu'on est dans le roman de la rose. Et dans le roman de la rose, le héros est également agrippé par les épines de la rose, puisque la rose c'est la beauté, la senteur, l'amour, mais aussi l'épine. Petite citation. Mais épines il y avait tant, et le bouton cueillir ne put, dit le héros du roman de la rose. Alors, à la fois nous avons, vous voyez, l'étreinte, on a l'impression d'une étreinte amoureuse, il y a un rideau, il tire un rideau, quel est ce rideau ? Le rideau d'un lit, le rideau d'une chambre, mais ce qu'il entend, c'est le cri de l'âne qu'il appelle, le cri long, le cri sans fin,
du compagnon de misère. Et la dernière strophe que j'ai un peu changée, pierre à pierre, je descends le mur. C'est-à-dire que le mur de l'enceinte, il l'a franchi, c'est plus par le portail, il descend du mur, dérangeant le songe des roses. Elle rêve, et lui aussi rêve. Et comme une main jaillit du jardin, leur épine agrippe ma côte, et en même temps, il a tiré le rideau pour te prolonger au mon rêve, pour que le jour n'entre pas, pour que la canicule n'entre pas, pour que cette rencontre amoureuse se poursuive. La partie 7 et dernière. Ce chemin jamais n'était long, aujourd'hui caillouteux m'épuise. J'arrive au rivage désert, voici mon âne et ma maison. Me suis-je perdu dans la brume? Suis-je victime d'un moqueur? Non, c'est bien le dessin des pierres, le maigre arbre et le roc sur l'eau. Mais la maison, mon pied qui glisse heurte le pic abandonné, lourd et rouillé sous le rocher, couvert de sable et tout humide. Le brandissant d'un geste ancien, en rêve, en veille, je ne sais. Du pic rouillé, je frappe et cogne le bloc schisteux qui est au fond. Et du trou où les poulpes gris ondulent dans la fente bleue, voici que sort, crapahutant, un crabe et s'accroupit au sable. Je bouge un peu, il se relève. Il ouvre grand ses larges pinces, mais à présent, un autre vient, bâille la pince et disparaît. Du chemin si longtemps frayé, là où ma hutte était dressée, descend un homme avec son pic. Il pousse un âne, pas le mien. Alors voilà, c'est une conclusion assez inattendue. Parce qu'il s'agit de sortir de l'onirisme du poème. Le chemin ne paraissait pas long. Il paraissait long à l'âne, mais pas à l'ouvrier poète. Et aujourd'hui, il l'épuise. Il sent tous les cailloux. Il arrive au rivage désert et il retrouve son âne et sa maison. Et le mot maison intervient. Il y a une maison, il avait une maison, il y avait un endroit protecteur. Quelqu'un se moque de lui, il ne reconnaît plus rien. Pourtant, c'est le dessin des pierres autour de la maison, c'est le maigre arbre et le roc sur l'eau. Alors là, il faut des mots, vous voyez, assez brutaux. Voilà, mais il manque une chose, il manque la maison dans laquelle rentrer. Le pied glisse, heurte le pic abandonné, lourd et rouillé sous le rocher couvert de sable et tout humide. On a l'impression qu'un siècle est passé. Une vie a passé sur ce pauvre pic qui est maintenant rouillé dans le sable. Et alors que peut-être 1 heure ou 2, on passait pas plus. D'ailleurs, il ajoute, est-ce en veille, est-ce en rêve, je ne sais, en rêve, en veille, je ne sais. Mais il le prend, ce pic rouillé, et il cogne à nouveau le bloc schisteux qui est au fond. Et là, nous apercevons toute une petite vie sauvage, les poulpes gris qui ondulent dans la petite fente bleue, un crabe qui sort en crapahutant, ce même crabe auquel s'est intéressé Platon, qui s'accroupit. Je bouge un peu, le crabe bouge un peu, il se relève, il veut m'attaquer, il ouvre ses grandes pinces, mais à présent, il y en a un autre. Donc, ils vont livrer combat l'un avec l'autre. Et puis la fin si étonnante.
du chemin si longtemps frayé, là où ma hutte était dressée, descend un homme avec son pic, il pousse un âne, pas le mien. Ça c'est la fin, pas le mien. C'est pas mon âne, c'est pas ma maison, c'est pas l'endroit où je travaillais, ni l'endroit où je dormais la nuit. C'est assez, je trouve ça assez stupéfiant, la fin. Elle est brutale. Elle veut nous indiquer la fin du songe, tous les songes que racontent les grandes épopées, les grandes tragédies, la Bible. Il faut terminer le songe, il faut que les mots écrits mystérieusement sur le mur disparaissent. Et là, ça va disparaître. Plus de maisons, plus d'abris, mais peut-être plus de soi-même. La brume, la mer, la séductrice, le rossignol, ils ont comme tiré une trappe. Et on est tombé dans la trappe. C'est une fin sans fortissimo, mais c'est aussi une fin sans pianissimo, d'un pied dans la mer, d'un ouvrier dans la praxis du monde, d'un laborieux dans la fabrique du monde. C'est la fin. Ils ont disparu. Le monde laborieux a disparu, ou plutôt une génération d'ouvriers remplace la génération précédente. Et peut-être nous sommes sur une sorte de va-et-vient où l'on peut dire tantôt je suis, tantôt je ne suis pas, ou bien tantôt tu es, tu n'es pas, tu n'es plus. Et à la fin, c'est véritablement, je crois, tu n'es plus. Mais j'arrête là mon petit commentaire pour passer, si vous le voulez bien, à des questions auxquelles je répondrai comme je pourrai. Est-ce que vous voudriez bien dire quelque chose sur l'angoisse qui revient plusieurs fois Elle revient, on peut dire, tout au long de l'œuvre d'Alexandre Bloch. Il y a une angoisse dans ses vers les plus mystiques, les plus légendaires. Vous voyez, en Bretagne, il est allé chercher les chansons médiévales des druides, comme il est allé à Toulouse chercher la trace des chansons des troubadours. Et il a écrit une pièce qui s'intitule « La rose et la croix », en russe « Rose et Christ », qui est une sorte de dialogue assez étonnant hein, entre les druides celtes et les troubadours languedociens. Dans cette pièce magnifique, il connaissait le français médiéval, il y a à la fois une sorte de jubilation et toujours une angoisse. C'est l'angoisse de vivre, de savoir pourquoi je vis, pourquoi je travaille. Et là, je pense que c'est l'angoisse. Je fais un couple, mon travail, utile, inutile, ça, on ne sait pas, avec mon âne. Et je construis le monde selon les indications de Jéhovah, à partir du moment où il a chassé Adam et Ève. Et maintenant, vous devez, à la sueur de votre front, travailler. Ce qui est inquiétant, ce qui est angoissant dès le départ, puisqu'on sort du paradis et c'est fini. Dans l'angoisse de Bloch, naturellement, si on veut chercher dans sa biographie,
selon les principes universitaires des livres qui s'intitulent L'homme et l'œuvre, alors on explique l'œuvre par l'homme, c'est-à-dire les différentes amours, les maladies vénériennes, Baudelaire et la syphilis, vous voyez. Et il y a du vrai, il y a du vrai. Je mentionne une maladie qu'a eue Bloch. Et c'était une maladie terrible avant les antibiotiques. On utilisait le mercure, on ne savait pas soigner. Donc ça a créé aussi une angoisse. Les vers de la belle dame, c'est le premier recueil d'Alexandre Bloch. Les vers de la belle dame. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'amour courtois, l'amour entre le chevalier et la dame, dont a écrit une sorte de parodie Cervantes dans Don Quichotte, mais où son Don Quichotte, néanmoins, est émouvant. Il est émouvant. On comprend qu'il est ridicule. Il se jette contre les moulins, c'est la scène la plus connue. Il se jette contre les brigands. Et en même temps, il y a une sorte de beauté, même si tout ça est du carton-pâte. Et une des premières pièces Bloch, parce qu'il était aussi dramaturge, poète dramaturge, c'est les tréteaux de foire, en russe, balaganchik. Parce que balagan, c'est un mot turc, il y a des turquismes en russe, il y en a encore plus en ukrainien, il y en a en bulgare, parce que tout simplement l'influence de la Turquie ne pouvait pas ne pas se marquer, ou l'influence des Tatars. Je donne un exemple, par exemple, l'empire des Tatars était fondé sur la rapidité, c'est-à-dire qu'il était immense, mais il y avait une cavalerie et une poste avec des relais qui étaient établis, qui faisaient qu'en 4-5 jours, d'intrépides cavaliers pouvaient faire des milliers de kilomètres. Et ce système des relais de poste en tatar s'intitule Yam, un mot qui n'a rien de slave, Yam. Eh bien, il est entré dans la langue russe, et le cocher, c'est Yamchik, avec un suffixe slave. Je dis cela parce que Bloch a beaucoup exprimé son angoisse à travers des images historiques. Le combat contre les Tatars sur les berges d'une rivière qui s'appelle la Nepriadva, et dont la première expression est dans le poème le Slovo d'Igor, le dit du régiment d'Igor du XIIe siècle, mais qui a été repris plusieurs fois. Il en a fait une sorte de paradigme de la guerre civile qui ronge l'histoire russe entre le peuple et l'intelligentsia. Traduisons, le peuple et l'élite. Naturellement, c'est un combat qu'on retrouve un peu partout, entre le haut et le bas de la société. Les sociétés les plus pacifiées ont un combat amenuisé, ou bien qui se règle dans différents parlements ou instances, comme les instances chez les nomades. Tandis qu'en Russie, ça a été violent. Et donc ce combat sur le champ des Bécasses, Kulikovo Poli, il en a fait le combat actuel. C'est en 1909 qu'il a fait cette célèbre conférence entre le peuple et l'intelligentsia. Alors, le peuple, c'est la Russie. L'intelligentsia, c'est les Tatars. C'est eux qui envahissent. C'est assez étrange et c'est assez violent comme comparaison.
c'est l'oppresseur, c'est l'envahisseur. Cela révèle, à mon avis, une sorte d'angoisse concernant le pays dans lequel j'habite, le temps que j'habite pour Bloch. Alors, lui et son ami André Bieli, c'est un pseudonyme. Bloch n'a pas eu de pseudonyme. Tout le monde avait un pseudonyme à l'époque symboliste russe. Gorky, par exemple, ça veut dire la mer. Il est amer, il est plein d'amertume. Bieli, ça veut dire blanc, candide. Mais Bieli en a eu une centaine de différents pseudonymes. C'est quand même au Portugal, avec Pessoa, qu'on a le plus grand nombre de pseudonymes, d'hétéronymes, puisque Pessoa fait dialoguer lui-même avec ses hétéronymes. Mais Bloch voulait rester lui-même. Donc, il n'y a pas de pseudonyme. Et en revanche, ces pseudonymes peuvent aider à évacuer, me semble-t-il, une part de l'angoisse. Et là, elle ne s'évacue pas sous un autre alter ego. Et vous voyez, la façon de l'évacuer à la fin de ce poème est étrange. C'est-à-dire, l'âne n'est pas à moi. L'ouvrier, c'est plus moi. Donc je suis complètement dépouillé. Voilà. Dans Apulée, le héros, le narrateur, est content d'être métamorphosé en âne. Finalement, ça me va, il pensait. Oui, je sers mon maître, consciencieusement. Tandis que là, pas du tout. C'est un autre âne, c'est un autre ouvrier. Ça veut dire quoi? L'éternel retour, ou bien au contraire l'imposture. C'est peut-être un imposteur qui a pris sa place. Cet âne est de numéro 2 et peut-être un âne imposteur, lui aussi. Il y a de l'angoisse, mais une angoisse qui filtre et qui agrippe, vous voyez, comme ces épines des roses. Alors, la pièce qui s'intitule Balaganchik, les tréteaux de foire, on traduit en général, elle est encore beaucoup plus satirique que Cervantes dans les grandes scènes de son roman, puisque vous avez la commedia dell'arte, les trois personnages, les deux hommes et la femme, et à la fin, il y en a un qui se jette par la fenêtre, mais sur la scène, c'est une fenêtre en papier, et donc on le voit. On voit le papier éclater, on le voit arriver de l'autre côté. Autrement dit, c'était également assez brutal. Ça a été refusé par plusieurs théâtres et pris par Meyerhold. Donc c'est une des premières mises en scène du génial Meyerhold, qui a terminé sa vie dans les geôles et sous la torture, les geôles de Staline. Alors cette angoisse, elle est partout, même dans les plus beaux poèmes du cycle intitulé Rodina, c'est-à-dire la patrie, la matrie, le pays du rod, c'est-à-dire de la croissance, de la génération après génération, ça fait ce qu'on appelle rodina. Même dans ces plus beaux poèmes, eh bien, il se passe, est établie une angoisse. Et dans un des poèmes, il dit « J'ai beau être malotru, misérable, tromper le monde, tromper mes clients, mentir, même comme ça, je t'aime, Russie, Rodina », qui est une déclaration d'amour quand même assez étrange. Et bon, on pourrait, là j'ai
Un autre poème, je ne sais pas si j'ai le temps de... Parce que j'ai mentionné le champ de bataille de Kulikovo. Eh bien voilà la traduction que j'en ai faite. Sur le champ de bataille de Kulikovo, le fleuve étalé coule les juns paresseux, ondoie les deux rives, falaises jaunes abruptes, argile et sous les gerbes, steppe qui ploie. Ô Russie mienne, ô mon épouse, il est long à mourir, ce chemin devant nous. Depuis longtemps, notre cœur est percé de la flèche tatare. Ô steppe, notre chemin, désespoir sans rivage, angoisse, ô Russie. Ces ténèbres, cette nuit, cet ailleurs, point de peur. Vienne la nuit, galopons, et qu'illumine nos brasiers, ô steppe tes horizons. Jument galope, jument des steppes, couche l'herbe jaunie. Le combat est sans répit, verstes et fondrières, vol, arrêtez donc. Marche sans fin des nuages, nuages effarés, couchant en sang, couchant tu saignes, ton cœur, ton sang me baigne. Pleure, mon cœur, pleure, de paix jamais. Mais toi, jument des steppes, ton galop pour toujours. Changement de rythme. Nous, toi, moi, dans la steppe à la minuit immobile, impossible retour, plus un regard en arrière, sur la berge de la Nipradva, les cygnes ont chanté, écoute-les, et encore écoute-les chanter, sur le chemin, le rocher blanc qui brûle, sur la rive en face, la horde mécréante, l'étendard lumineux sur nos régiments, jamais plus, jamais ne flottera. Un ami, tête penchée vers la terre, me dit « Aiguise ton glaive, combat les Tatars, mais sois prêt, pour la sainte cause, il faut périr. » Je ne suis le premier guerrier, ni le dernier. La patrie longtemps encore va saigner. Fais dire la prière à l'office de matine pour ton bel ami, ô mon épouse de lumière. Changement de rythme. La nuit où Mamaï et sa horde ont pris steppe et pont, dans le champ nous aussi étions, toi et moi, le savais-tu? Par-dessus le don ombreux et menaçant, ton noir nuit. Mon cœur devint aperçu ta voix au loin, cri des cygnes. À la minuit, comme nuée s'élevait l'hoste du prince, l'hoste du prince, l'armée du prince. Loin là-bas, étreignait l'étrier, une mer, cri de mer. Il tournoyait dans le ciel les rapaces de la nuit, striant au loin. Sur la sainte Russie, les éclairs muets sauvaient le prince. Le cri de l'aigle sur l'armée tatare, malheur prédit. La rivière de brouillard séparée, voile de fiancés. Dans cette brume qui monte du fleuve, droit sur moi, dans cette brume qui monte du fleuve, droit sur moi, tu descendis en robe de lumière, ne bronche pas. Sur l'acier damasquiné, à lui le fleuve argenté, glaive ami, tu as soufflé de ma côte la poussière, épaule sauve. Au petit matin, la noire nuée de la horde s'ébranla. Sur mon bouclier, ta face divine a brillé pour jamais. Vous avez reconnu des thèmes qu'il y avait aussi dans le jardin au Rossignol. Le brouillard qui descend, qui se déverse,
les cris d'une armée, l'appel, et puis l'angoisse. Ô steppe, notre chemin, désespoir sans rivage, angoisse, ô Russie, ces ténèbres, cette nuit, cet ailleurs, point de peur. C'est-à-dire, il y a tout pour avoir peur, point de peur. Vienne la nuit, galopons, et qu'illumine nos brasiers, ô steppe, tes horizons. Alors c'est dans la steppe. Vous savez, la Russie, c'est un immense continent strié. En nord, vous avez les immensités glacées, et ce qu'on appelle la Merzlata, c'est-à-dire la terre qui a gelé sur 1 mètre ou 1,50 m ou plus. Une des inquiétudes qu'on a aujourd'hui avec le réchauffement de la planète, c'est que cette Merzlata, elle est en train de fondre. Il y en a pour un bout de temps, sans doute, mais elle est en train de fondre. Et dans la Merzlata, il y a des microbes, des animaux, des insectes qui ont disparu et qui vont réapparaître. Plus au sud de cette Merzlata, vous avez la forêt, l'immense forêt qui va des forêts prussiennes sur la mer Baltique jusqu'aux forêts vers le Kamtchatka. Et puis en dessous, vous avez les terres fertiles, et c'est essentiellement l'Ukraine, le grenier à blé, et en dessous, vous avez la steppe brûlante, la steppe où pas grand-chose ne pousse. La steppe, c'est le titre d'un ouvrage de Anton Tchekhov, La steppe, qui est un très beau récit d'environ 50 pages, où on voit ces espèces de chariots, parce que les nomades faisaient du commerce, il y avait des chariots qui traversaient la steppe. Mais la steppe, pas entièrement désertique, mais presque désertique, c'est-à-dire il faut connaître les points d'eau, sinon on est perdu. Et donc ça se passe à un point d'eau, les charrettes sont là, on est regroupé autour d'un feu, et arrive un jeune homme, Constantin, qui est amoureux, il habite dans le coin, et il est heureux. Il est heureux, c'est un homme heureux. Et alors, tout autour de lui, c'est un cercle de gens étonnés, jaloux, secrètement jaloux. Comment se fait-il? Comment peut-on être heureux? Il est heureux. Et puis, au sud de cette large bande de la steppe, vous avez les hautes montagnes, les plus hautes montagnes de notre planète, l'Himalaya, l'Altaï, des montagnes fantastiques qui sont évidemment presque infranchissables. Donc, vous voyez, ça se passe dans la bande de la steppe, qui est une bande difficile. Et c'est là que se joue le destin russe, entre l'envahisseur tatar, Batry, et le peuple russe. Et dans une conférence, là, vous ne voyez pas, dans ce que je vous ai lu, le combat de l'intelligentsia et du peuple. Il a fallu une conférence à la Société de philosophie à Saint-Pétersbourg pour que Bloch, dans une espèce de vision qui a énormément frappé tout le monde, interprète ça en disant « nous revivons ça ». Simplement, la horde qui attaque, c'est l'intelligentsia. Et il ne faut pas oublier que l'intelligentsia, il en fait partie. Son grand-père recteur, son père professeur de droit à Varsovie, etc., etc.
son beau-père, qui est Mendeleïev, qui a fait la table des éléments chimiques de Mendeleïev. On est, vous voyez, dans le monde universitaire et savant russe le plus inventif. Et en même temps, il se met dedans. D'ailleurs, la maison de son beau-père était à Charmatovo, qui est à 60 km au nord-est de Moscou. C'est une maison d'été, comme tous les aristocrates russes ont. C'est-à-dire, on a un palais ou un appartement à Moscou, à Saint-Pétersbourg. On a une datcha dans la campagne, dans la forêt, ce qui fait que les Russes sont habitués à un passage entre la ville et la culture de la ville et la campagne, où on va chercher l'eau, puis où il y a les toilettes au bout du jardin, même si c'est un palais. C'est une espèce de dualité sans laquelle on ne comprend pas d'ailleurs guerre et paix d'une façon générale. Pour comprendre toute la culture russe, il faut voir cela, d'autant plus que ça continue aujourd'hui. Plus ou moins, mais quand même ça continue. Eh bien, les petites hordes bolcheviques qui ont fait des jacqueries en 1917, mais la jacquerie est un phénomène répétitif dans l'histoire russe, ont brûlé Charmatovo, ont brûlé la bibliothèque. Et dans le journal de Bloch, il note, lorsqu'il vient d'apprendre ça, c'est bien fait pour nous. Ce qui ne peut pas être écrit sans être en même temps très angoissant. Disons, le berceau familial, le berceau de mon enfance, voilà, c'est brûlé. La bibliothèque, c'est brûlé. C'est bien fait pour moi. Voilà pour l'angoisse. Donc vous avez dit que pour traduire, vous avez choisi de laisser tomber la rime et vous avez préféré donc favoriser, ou vous appuyer sur la dissonance. Pour moi, c'est pas très clair. Je ne sais pas, est-ce que vous pourriez donner un exemple ou dans le poème comment... C'est surtout, un tissu qui est fait de rythmes harmonieux avec brusquement un coup de poing. Ce coup de poing, c'est un monosyllabe à la fin, D'accord. par exemple. Dans le dolnik, disons que les rimes masculines et féminines, on ajoute un temps faible à la fin du vers, ce qui fait qu'on peut en ajouter 2 dans le dolnik. Ça devient à ce moment-là une sorte d'anapeste, comme on dit dans la versification latine et grecque. Mais ces coups de poing sont dans la rythmique. Simplement, ils sont sentis comme quelque chose de brutal. Qui n'est pas, par exemple, Racine dans Phèdre a des vers faits de monosyllabes qui sont une merveille, qui sont de la poésie pure, pas des coups de poing. Mon mal vient de plus loin, à peine au fils d'Égée. Vous voyez, mon mal vient de plus loin, c'est monosyllabique. Et en même temps, c'est Phèdre qui dit ça. Son amour pour son beau-fils, son amour criminel. En même temps, c'est criminel et c'est beau.
Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. Déjà, je trouvais le choix du poème intéressant parce qu'il y a quelque chose d'assez méditatif dans l'ambivalence entre le rêve, la réalité, le chemin, le va-et-vient. Donc, on a aussi dans la méditation plein de moments où on se réveille, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'est réveillé. Donc ça, j'étais déjà content d'entendre ça. Et après, je voulais aussi vous remercier parce que vraiment, je trouve que c'est assez frappant de voir comment vous... Enfin, dès que vous avez commencé à parler, c'était déjà un poème. Enfin, en tout cas, pour comment je l'ai entendu. Et du coup, je voulais voir qu'est-ce que vous pouviez dire du métier de traducteur. Quelle est la relation avec le poète? Parce que tout ce que vous faites, c'est aussi de la poésie, du coup, mais qu'est-ce que c'est que cet artisanat vous avez dit de ne garder que l'essentiel, mais comment trouver la liberté, du coup, de rajouter ou d'enlever, de jouer avec le poème? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu, s'il vous plaît? Et quelque chose que je n'aime pas, c'est les nouvelles interprétations de la traduction. J'entends ça à intervalles réguliers. La traduction est un reste du colonialisme. On traduit vers la langue dominante, etc. Bon, c'est des discours vains, complètement inânes, qui pour moi n'ont aucun sens. Ce qui compte, c'est plutôt, vous voyez, quand vous traduisez de la prose, vous lisez il est bon quand même, j'ai dirigé quand même des centaines de traductions aux éditions Fayard, aux éditions des Syrtes, aux éditions de l'Âge d'Homme à Genève, mais surtout chez Fayard, où j'avais une collection de prose contemporaine. C'est fini. La Russie intéresse moins, c'est fini. Mais une fois que vous avez lu le roman, vous ne revenez pas, vous pouvez traduire au fil du texte. Une poésie, vous ne pouvez pas la traduire au fil du texte. C'est impossible. Vous devez la lire, la relire, si possible la connaître par cœur, ce qui n'est pas mon cas. Les Russes ont une mémoire extraordinaire pour les vers. J'ai eu plusieurs amis qui pouvaient me réciter des vers pendant 3 jours et 3 nuits, par exemple, ou encore plusieurs, hein, pas un, qui connaissaient par exemple le roman en vers de Pouchkine, Eugène Onégine, par cœur. Donc on pouvait commencer tout de suite, et puis on terminait demain à 7 heures du matin. J'ai encore... certains sont morts et il faut dire que je pense que c'est en train un peu de disparaître dans la psyché russe. La poésie occupe moins de place. De façon générale, la littérature occupe moins de place parce que, comme chez nous, elle est devenue un jeu. Elle est ludique, avant tout. Alors, la prose ou la littérature satirique a le droit d'être ludique. La satire est un jeu, comme on voit chez Molière. Mais en poésie, vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas un jeu. C'est quelque chose de, je dirais, existentiel. Et l'œuvre poétique, vous ne pouvez pas enlever un mot, en rajouter. Bien que, si vous regardez le brouillon du poète, il a fait ça aussi. Bloch, par exemple. Mais dans les brouillons, par exemple, de Jardin-Rossignol, on voit que tout de suite, des fragments, des objets ou des diamants poétiques apparaissent et vont rester jusqu'au bout. Dans les intervalles, ça peut changer, ou bien encore le fait, par exemple, comme je vous ai dit, de s'adresser à l'âne, qui se trouve dans un brouillon intermédiaire, c'est une variante.
pourquoi est-ce que ce poète ouvrier, avec son pic, ne dit rien à l'âne? Et pourquoi c'est seulement l'âne qui lui parle? Visiblement, le poète a hésité. Et puis il a décidé non, seul l'âne va parler, c'est tout. Mais une fois que vous avez en vous ce poème, il s'agit, c'est une espèce de possession du poème ou dépossession de soi, on peut l'appeler comme on veut, mais on devient autre et en même temps on devient soi. Parce que quand vous écrivez un poème en traduction, vous devenez plus que ce que vous êtes, grâce à la poésie. Mais d'ailleurs, le poète aussi, ils le disent tous, ils deviennent plus grâce à la poésie. Et alors, c'est ce qu'on appelle l'inspiration, c'est ce que les Grecs appelaient la muse, l'intervention des 9 muses. Appelons-la comme nous voulons, les muses existaient, il n'y a aucun doute, l'inspiration existe, et il n'y a pas de poème sans une inspiration, même si c'est un poème assez ludique. Ça peut exister. Donc, on doit, en quelque sorte, à la fois se déposséder de soi, puisque le poème, c'est le poème de Bloch, c'est pas mon poème, et en même temps, faire une sorte de possession magique, presque du vaudou, où l'on prend le poème et il devient le mien. Et je le ressens comme le mien. Voilà, à mon avis, ce qui se passe dans une bonne traduction. Alors évidemment, il y a aussi les problèmes techniques. Par exemple, la traduction poétique en russe, c'est quelque chose d'énorme. Il y a eu plusieurs écoles de traduction. À l'époque soviétique, c'est de grands poètes traducteurs, comme par exemple Samuil Marshak. Moi, j'étais très ami avec Efim Etkind, qui était, on peut dire, le guide, le chef d'une des 2 écoles de traduction. Alors pour lui, s'il n'y avait pas le rythme, la rime et la strophique, c'était de la trahison. On pouvait mettre ça dans la corbeille. Et il le mettait dans la corbeille. Nous avons fait ensemble un Pouchkine complet, mais enfin c'est lui qui le dirigeait, dans lequel j'ai un tout petit peu participé, mais on avait toujours une querelle. Je lui disais, Efim, tu comprends mal ce qu'est la versification française. La versification russe n'a pas la même histoire, la même chronique, la même généalogie. Et par exemple, un poète comme, mettons, Joseph Brodsky invente constamment des rimes nouvelles, magnifiques, inattendues, que personne avant lui n'avait utilisées. Alors en français, vous savez, utiliser une rime que personne avant vous n'a utilisée, c'est quasiment impossible. Parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'elles ont toutes été utilisées. Vous pouvez prendre le dictionnaire des rimes, ça existe, et vous verrez. Bon. Alors évidemment, en français, on peut se débrouiller avec des mots comme, vous voyez, lamentation, les mots anciens, il y en a des centaines, ou bien, je ne sais pas moi, brément, des mots en, il y en a des centaines ou des milliers. C'est des rimes d'une pauvreté infinie. Alors, Paul Claudel, qui est quand même, à mon avis, un de nos grands poètes du XXe siècle et grand dramaturge, Paul Claudel est de ceux qui se sont dit « bon, il faut renoncer, ça n'a plus de sens ». Aragon, au contraire, a continué. Mais Claudel est passé à une sorte de versification comme des versets bibliques. Sauf que les versets bibliques, pour nous, c'est très difficile à connaître, parce que si on ne connaît pas l'hébreu, ou si on ne connaît pas
le grec pour le lire dans la Septante, eh ben, on dépend des traductions. Et les traductions, il y en a de mille et une sortes. Si vous étudiez les traductions d'un texte aussi connu et planétaire que la Bible, ce qu'on appelle la Bible des chrétiens, c'est-à-dire l'Ancien Testament juif et le Nouveau Testament chrétien. Donc Paul Claudel a fait des versets. René Char, c'est un peu différent. Ce n'est pas inspiré par la Bible, mais oui, dans mes cours, parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est faire des séminaires avec des étudiants en étudiant des poèmes. Et lorsque la hache est tombée sur mon col, parce qu'à vu l'âge, on me mettait à la retraite, j'ai beaucoup regretté ces séminaires. Les cours, on peut les remplacer par des conférences, mais les séminaires, c'est irremplaçable, c'est-à-dire la discussion avec une dizaine de jeunes étudiants qui ont soif de poésie. Et bon, je ne sais pas si ça se fait aujourd'hui. Je vois à Genève, ça ne se fait plus. Mais disons, on voyait, par exemple, je leur faisais faire des traductions dans les deux sens. On voyait comment Claudel était traduit en russe ou comment Claudel traduisait des psaumes, ce qui est très intéressant. Ou bien encore comment en russe on traduit Un amour de Swann, Proust, et comment en français on a traduit par exemple Oblomov de Goncharov. Les poètes traducteurs soviétiques de l'époque soviétique ont existé très fortement pour une raison, disons, un peu prosaïque. C'était un refuge. Parce que Boris Pasternak s'est beaucoup réfugié dans la traduction. Donc il a traduit 6 pièces de Shakespeare, du Schiller, le Goethe, le Faust, les 2 parties de Faust. C'est magnifique. C'est autant du Pasternak que du Goethe. On sent partout la main de Pasternak. Et en même temps, il s'est vraiment approprié le texte de Goethe. Samuel Marchak, Effie Metkin, etc. C'est une école immense. Deuxième raison, le paiement. Si vous voulez, tout était bureaucratisé en Union soviétique, alors on était payé au mot traduit. Et le paiement était énorme. Par exemple, Effie Metkin me disait, moi j'ai construit ma datcha avec l'honoraire pour avoir traduit la tragédie de Pierre Corneille, Rodogune. Alors, il faut le faire, hein, vous savez, parce que c'est pas en traduisant une pièce du XVIIIe siècle russe que je vais pouvoir me construire une maison. Peut-être je pourrais m'acheter une chaise. Mais ça a fait une école magnifique de traduction qui a ses défauts. Par exemple, prenons le XVIe siècle français. Ronsard, les 7 poètes de la Pléiade, ou encore les tragiques de Honoré d'Agrippa. C'est magnifique. C'est peu lu aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est plus beau que Ronsard. Bon, mais Ronsard est dans nos anthologies, donc un petit peu, voilà. Du Bellay, et il n'y a pas que les regrets. Tout ça est magnifiquement traduit en russe, et en particulier les tragiques. Alors là, j'ai une petite anecdote. Les tragiques,
C'était un monsieur qui s'appelait Lévy, qui n'est plus de ce monde, qui l'avait traduit. Je l'invite à Genève pour qu'il vienne nous parler. Et il ne veut pas. Alors je suis allé le voir chez lui à Moscou et j'ai compris, mais il ne me l'a pas dit, j'ai compris pourquoi. C'est qu'il ne parlait pas français. Donc il aurait eu honte de venir, lui le traducteur des tragiques d'Agrippa d'Aubigné, et d'être incapable d'articuler une phrase du genre où est l'autobus pour aller à la gare. Voilà. Donc on peut être un traducteur poète, vous voyez, sans vraiment connaître la langue courante. C'est autre chose. On connaît la langue poétique et on connaît cette alchimie qui consiste à faire passer, si vous voulez, le diamant poétique d'une langue dans l'autre. Il faudra un orfèvre différent par la force des choses. Et les traductions en prose de vers ne sont pas à exclure. Alors là aussi, je me réfère à une de mes querelles avec Effie Metkind. Le poète Pierre-Jean Jouve a traduit les sonnets de Shakespeare en prose. Alors, les sonnets de Shakespeare, c'est admirable, c'est très mystérieux, c'est très difficile même à comprendre dans la langue originale de Shakespeare. Et Effie me disait, ça ne vaut rien, puisqu'il garde ni la rime, ni le rythme, ni la strophique, rien. Corbeille. Moi, je lui disais, non, tu as tort, parce que Pierre-Jean Jouve, il est très capable d'écrire en vers, en octo, en pentasyllabe, en alexandrin, en vers de 15 syllabes, il maîtrise tout. S'il choisit la prose, c'est parce qu'il estime que pour rendre l'extraordinaire complexité, préciosité des sonnets de Shakespeare, il n'y arrivera qu'en prose. Bon, je n'ai pas réussi à le convaincre, hein. On est resté chacun sur sa position, mais c'était un exemple assez remarquable. Si vous voulez, les sonnets de Shakespeare, c'est une pierre d'achoppement pour voir d'abord l'anglais qu'on appelle global, le globish. Bon, personne ne comprend rien à un sonnet de Shakespeare. Hein. C'est inutile de donner, je ne sais pas moi, un Nigérian qui ne serait pas professeur, par hasard, professeur de poésie anglaise dans une de leurs universités, de lui donner un sonnet. Il ne comprend pas. Mais même un sujet de la reine, un Britannique normal a beaucoup de mal à comprendre. Il est obligé d'étudier pour comprendre. Alors, les traductions de ces poèmes mystérieux, c'est vraiment une sorte de, de conquête du Nouveau Monde. En étudiant ça, dans la mesure de nos moyens, en italien, en français, en allemand, moi je le regarde évidemment en russe, en polonais, un peu en allemand. Mais disons, la traduction, on a dit, c'est la langue de l'Europe. Notre Europe, elle parle, je ne sais pas combien de langues, plus que nous n'avons de sujets étatiques. On en a, je crois, 27, après que les Anglais sont partis. Bon, on garde l'anglais, c'est devenu la langue globale. Mais on a encore le catalan, on a par-ci par-là le provençal, on a des dialectes italiens considérés comme des langues, on a le slovène, le croate, le bulgare, le macédonien. Et toutes ces langues, quand on appartient à une langue rare, on doit apprendre une langue globale.
Alors, il faut bien reconnaître que nous, Français, qui avions la langue universelle au XVIIIe siècle, nous devons apprendre une langue globale, c'est-à-dire l'anglais. Parce que sinon, faire carrière va être assez difficile, quel que soit le champ de la carrière. Et évidemment, si vous êtes slovène, il faut apprendre même plusieurs langues. Il faut apprendre l'italien, il faut apprendre l'allemand, il faut apprendre le français. Les Néerlandais sont très polyglottes, ils savent beaucoup de langues, parce qu'ils savent que les autres ne savent pas le néerlandais. Même chose pour les Hongrois. Un non-hongrois qui connaissent le hongrois, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Je n'appartiens pas à cette tribu. C'est vous dire que c'est la langue européenne, c'est la langue de la traduction, mais de la traduction bien faite. Parce que vous savez, une traduction mal faite, c'est tout simplement un assassinat. Voilà, fini. Ça, j'ai vu pour certains textes, comme par exemple Chevengur de Andrei Platonov, la première traduction était bâclée, ou encore des traductions faites sur une autre traduction, généralement en anglais. Assassinat, c'est un cadavre, ça n'existe plus. Alors ensuite, aller persuader un éditeur que ce texte-là a été assassiné et qu'il serait bon de recommencer. La réponse va être amphigourique, mais enfin négative, quoi. On a autre chose à faire. Il est déjà au rebut dans les magasins. C'est différent lorsque le temps a passé. Donc, chaque génération retraduit un certain nombre de chefs-d'œuvre. C'est le cas aujourd'hui pour la Divine Comédie de Dante. Cette Divine Comédie, vous avez pu la lire, il y a eu 36 traductions mauvaises. Il y en a eu une dans la collection La Pléiade par M. Pézard qui a traduit dans une sorte de vieux français aussi difficile à comprendre que l'italien de Dante. Avec des notes. Il annote sa propre traduction parce qu'il a inventé des mots en vieux français. Bon, c'était une espèce de prodige linguistique, mais qui n'a pas fait avancer d'un pouce la connaissance de la Divine Comédie. Alors maintenant, on a quelques bonnes traductions. On a celle de Jacqueline Risset, qui est sans doute la meilleure, mais avec aussi des commentaires extraordinaires, en particulier par Carlo Ossola. Donc on a un accès à cette Divine Comédie. Pour ce qui est de la Bible, par exemple, bien, vous avez Chouraki qui a fait une nouvelle traduction en essayant, même dans le Nouveau Testament. Bon, il faut aussi voir qu'il y a des textes que nous ne connaissons que par traduction. La langue dans laquelle parlait Jésus de Nazareth, c'était l'araméen. Et nous n'avons pas les textes de ce qu'il a dit en araméen. Les grands savants nous expliquent qu'on a une espèce de proto-texte qui était un recueil, en somme, des dits, des formulations du maître. Mais Chouraki a essayé de traduire en faisant sentir les hébraïsmes qu'il y avait dans le Nouveau Testament. Alors ça, c'est assez délicat. Hein. Bon, c'est plus facile de faire sentir les hébraïsmes quand on traduit les livres de la Torah que quand on traduit l'Apocalypse de Saint Jean. Néanmoins, on s'y exerce. Donc, en fait, il n'y a pas de traduction définitive. Chaque génération estime de pouvoir faire une nouvelle traduction de ce qu'on appelle le thésaurus, le trésor. Parce qu'on peut avoir oublié un grand poète, on peut le redécouvrir. Les classiques ne sont classiques que parce qu'ils ont été proclamés classiques. Bon. Du vivant de Louis XIV, c'est vrai,
on a proclamé un certain nombre de classiques, Boileau, Racine, Corneille, Molière. Mais il y en avait d'autres qui écrivaient, comme le cardinal de Retz, il y avait le duc de Saint-Simon qui écrivait son petit journal qui fait 12 tomes dans la Pléiade, qui est aussi merveilleux au point de vue stylistique. Je n'ai pas lu les 12 tomes. J'ai fait des plongées dans les 12 tomes. Alors ça, si vous voulez, pour le faire connaître, même les Russes, je crois, n'ont pas traduit les 12 tomes du duc de Saint-Simon et ne s'apprêtent pas à les... Or, il y a des œuvres, si vous ne les connaissez pas à l'ensemble, ça vous échappe. Le pourquoi, par exemple, la recherche du temps perdu de Marcel Proust, oui, c'est très beau, tome par tome, mais il faut connaître l'ensemble pour avoir une vision de ce qu'il a voulu faire. Il le dit par-ci, par-là, mais très peu, avec des petites accroches en disant « on saura plus tard ce que signifie ce personnage ». Eh bien, merci beaucoup. C'était vraiment merveilleux que tu aies accepté de venir. Et je crois qu'on peut tous t'applaudir et te remercier vraiment chaleureusement.